Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux avec Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris-Normandie, avec Anthony Quindroy. Nous sommes très heureux, oui, vraiment très heureux de vous retrouver. Le soleil est revenu. Et puis, quelqu'un a dit hier d'ailleurs que quand Anthony était sur le plateau, ça ensoleillait l'émission. Donc j'espère que ça va être le cas aujourd'hui. Donc c'est du soleil au carré. Soyons sérieux, un beau programme aujourd'hui encore. Vous allez pouvoir questionner nos invités. Questionner par exemple Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen. Questionner par exemple l'explorateur aventurier Bertrand Piccard. Il est suisse, mais surtout, il a parcouru le tour du monde en 20 jours. Ça, c'était il y a longtemps. Dernièrement, c'était avec Solar Impulse, l'avion électrique autour du globe. Vous allez pouvoir aussi découvrir comment un jeune entrepreneur se lance dans la bière aujourd'hui, alors que c'est la crise, et il commence à en vendre et ça commence à marcher. C'est étonnant. Beaucoup d'autres choses encore dans ce nouveau rendez-vous de Lignes ouvertes sur les supports numériques de Paris-Normandie et bien sûr aussi sur Radio Sensation. Bonjour aux auditeurs. Nous avons Marc Braun en ligne. Bonjour Marc Braun. Bonjour, bonjour. Bonjour, le journaliste économique de Paris-Normandie. Marc, on en vient à vous tout de suite, très vite, mais tant qu'on a le rédacteur en chef sur le plateau, on en profite. Vous avez titré aujourd'hui, Thierry, quel chahut, bien sûr, vous parlez de la rentrée. La rentrée scolaire, effectivement, qui doit démarrer le 12 mai pour les enfants, avec une pré-rentrée scolaire pour les enseignants le lundi 11. Et effectivement, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça sera une rentrée en ordre, en rang dispersé. C'est pour ça qu'on a titré Quel chahut, car vraiment, c'est très complexe à organiser. On en reparlera sûrement pendant l'émission. Si on a Marc au téléphone avant qu'il aille à faire son reportage chez lui dans son petit village de Saint-Ouen pour nous raconter sa chronique samedi prochain, on pourra le libérer. Mais effectivement, la rentrée scolaire, on en reparlera tout à l'heure. Et effectivement, elle est très complexe à organiser pour les maires, très complexe à organiser pour les enseignants. Et les parents d'élèves aussi nourrissent beaucoup d'inquiétudes aussi sur les conditions de cette rentrée. Sur tout le territoire, la zone de distribution et entre guillemets d'influence de Paris-Normandie, vous avez déjà une première vision sur qui va ouvrir, qui ne va pas ouvrir, peut-être une première proportion, un premier pourcentage. Déjà, on a des proportions au niveau de la métropole de Rouen. On a une quarantaine de maires de la métropole de Rouen sur les 70 que compte la métropole qui ont écrit au préfet pour lui indiquer que les conditions n'étaient pas réunies pour reprendre l'école dès le 12 mai. On a aussi des exemples dans l'Eure, les maires de Pitt, d'Alizay. On a beaucoup de petits villages aussi dans le pays de Caux, Saint-Valery-en-Caux, où là aussi les gens disent non, on ne sera pas prêt le 12 mai. Et ils expliquent pourquoi, effectivement, que lorsque le gouvernement, l'éducation nationale, transmet aux maires qui sont chargés d'organiser cette rentrée, donc avec tout ce que ça signifie, le personnel d'accueil le matin, les animateurs, la restauration scolaire, le personnel de nettoyage, et qu'on leur transmet le 4 mai, donc lundi, un document qui fait 54 pages avec toutes les conditions, le protocole sanitaire. Donc il est très strict et rigoureux. Donc Yvon Robert, que j'ai interviewé hier pour la ville de Rouen et ses 54 classes, il dit voilà, le protocole sanitaire strict et rigoureux, très bien, on le comprend. Il faut rassurer, on est dans une obligation de nettoyer toutes les classes intérieures, le mobilier urbain, les jeux, les jouets, les objets, notamment les photocopieuses, les ordinateurs, où il y a une multitude d'objets à nettoyer. Donc il a dit c'est logique de le faire bien et de façon précise, avec des produits ensuite qu'ils appellent des virucides. L'éducation nationale a mis il y a des produits qui s'appellent des virucides avec des codifications on ne doit pas le faire comme ça à l'eau claire, comme pendant l'épisode Lubrizol. Oui. On ne sait pas simplement un coup de jet dans la cour. Donc le protocole est complexe et donc il faut remettre en marche toute une mécanique. Sur l'échelle de Rouen, c'est 700 personnels qui sont concernés. Donc 700 personnels à remettre en marche alors qu'ils sont quasiment à l'arrêt depuis le 16 mars. Ça ne se fait pas tout seul en claquant des doigts. Donc ils estiment qu'il faut 15 jours pour remettre en marche une telle machine afin de permettre aux enfants de revenir à l'école. Puis vous le disiez également, les parents sont inquiets aujourd'hui. Il y a une véritable inquiétude puisqu'il y a des discours un peu contradictoires concernant la charge virale chez les enfants. Est-ce qu'ils peuvent être porteurs sains ? Alors hier, le docteur Burel nous disait qu'il n'y avait pas de risque pour les enfants, mais depuis le début, ce n'est pas ce qu'on entend non plus. Donc c'est vrai que c'est difficile de savoir sur quel pied danser quand on est parent et qu'on est confronté au choix. Et il n'y a pas que les parents qui sont inquiets, puisqu'il y a un sondage qui vient de sortir ce matin qui indique que 67% des Français sont inquiets en vue du 11 mai. Donc d'un côté, on a tous envie, globalement, au fond de nous, de retrouver en partie une vie normale, de pouvoir ressortir et d'avoir plus de liberté de mouvement à partir de lundi prochain. Mais quand même, 67% des Français sont inquiets
face à ce déconfinement, puisque le virus est toujours là. On nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre dans de longs mois avec le virus. C'est la réalité et on ne sait pas ce que va devenir ce virus, comment il va se redévelopper, comment il va se propager et quelles seront les conséquences de cette nouvelle liberté accordée, même si elle est partielle, aux Français à partir du 11 mai. Et avant de laisser la parole à Marc Braun, j'en profite juste pour rappeler que dans le journal Paris-Normandie du jour, vous avez tout un dossier sur la reprise de l'école, et qu'on peut retrouver également sur notre site internet paris-normandie.fr. Très bien, on en profite pour saluer quelques personnes qui nous suivent, Vanessa, Nathalie, Béa, Claudine, Norbert, Marie-Lise, Aïcha. Et puis, savez-vous qu'on nous écoute du Japon? Eh bien oui, on a Atiko qui nous dit « Je vous écoute du Japon ». Donc, un petit coucou là-bas. Et puis, tiens Atiko, si jamais ça peut vous intéresser, on aimerait bien avoir votre témoignage là-bas au Japon. Donc, n'hésitez pas en message privé à nous contacter sur Facebook. Peut-être qu'on pourra vous avoir en ligne. Vous demandez Marie-Fleury Bourdelier. Peut-être pas aujourd'hui, mais... en tout cas, demain ou lundi. Tiens, une info de Françoise qui nous dit qu'elle est à Sainte-Adresse et qui peut intéresser le rédacteur en chef de Paris-Normandie. Il paraît que là-bas, il y a une statue Elle a brûlé. À laquelle on a mis le feu. Elle a brûlé. C'est une statue qui avait été créée dans le cadre du 500e anniversaire de la création du Havre. C'est une statue qui avait été créée par un artiste contemporain. C'est une artiste qui a été effectivement brûlée dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais. On peut retrouver l'information dans Paris-Normandie. Je vais même donner le numéro de la page. Pour Françoise, c'est ça. Donc on doit être à peu près dans la page... Vous voyez, c'est du direct. C'est du direct complet, donc on va retrouver la page dans laquelle on parle. En fait, ici, c'est le carrefour, c'est la réunion entre ce qu'on appelle le print page 28, et ce qu'on appelle aussi le digital. Voilà, tout ça marche page ensemble. 28, et vous avez la réaction de l'artiste, donc Fabien Mérel, qui raconte la genèse de cette statue. Donc c'était un papa avec son fils sur les épaules qui regardait vers la mer, vers l'horizon. Donc c'était une image de bonheur, de partage et surtout de montrer que Le Havre, cette ville portuaire ouverte sur l'océan vers le monde. Donc c'est l'endroit où est placée cette statue, on dit souvent c'est le bout du monde. Et effectivement, cette statue a été dégradée, une enquête est en cours et tout le monde unanimement a complètement... C'est offusqué de ce geste, de ce vandalisme incompréhensible. Alors, Marc Braun, journaliste économique, je le répète, de Paris-Normandie. Mon cher Marc, vous intervenez régulièrement sur le plateau avec vos petites chroniques de proximité, les entreprises près de chez nous, si je puis dire. Oui, alors Thierry parlait de quoi, se posait la question de quoi sera fait demain au niveau des écoles. Je dirais aussi de quoi est fait aujourd'hui la vie des entreprises. Demain, dans Paris-Normandie, donc vous trouverez un entretien avec Olivier Dervillers, qui est le directeur de l'URSSAF Haute-Normandie, mais qui m'a donné des statistiques normandes sur 2 mois. Et quelques chiffres, 32 000 chefs d'entreprise ont fait des demandes de report de cotisation, ce qui est considérable. Et c'est surtout la somme concernée qui l'est. 414 millions d'euros de report de cotisation. Alors on est malgré tout dans la moyenne des régions normandes et même au niveau national. Évidemment, comme il fallait s'y attendre, ce sont les entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, du bâtiment et des industries qui sont les plus touchées. Et à l'intérieur de ces entreprises, ce sont les petites entreprises de moins de 10 salariés qui souffrent énormément. Alors Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a confirmé lundi dernier que pour les plus petites entreprises, celles de moins de 10, celles qui ont été contraintes de fermer depuis le début du confinement, il y aura une exonération complète des charges. Voilà. Alors se pose après la question des autres entreprises, mais là, c'est pas la porte ouverte. C'est pas la porte ouverte, m'a dit Olivier Dervillers. Il y aura certainement à l'étude un projet de loi, et au cas par cas, les entreprises, le cas des entreprises sera examiné pour savoir si, de fait, on exonère leurs charges. Et là, pour le coup, ce sera peut-être même avec un effet rétroactif. Donc ça, c'est à surveiller pour les secteurs les plus touchés. Voilà. Ça apparaître dans votre journal préféré demain. Et puis, j'ai juste une petite remarque à faire. Oui. J'ai eu un coup de téléphone d'un chef de plateau télé qui s'appelle Sylvain Richaud ce matin, qui m'a dit, mais au fait, Marc, on n'entend jamais parler de la Grèce. Ah ben oui, alors vous anticipez, Marc, j'étais prêt à vous relancer sur la Grèce. Et voilà, et effectivement... Alors c'est vrai, écoutez, quand on regarde tous les médias, les radios, les télés, franchement, dites-moi où est-ce qu'on parle de la Grèce. La Grèce a eu son actu à l'époque. Ma réponse automatique, c'était, c'est un petit peu comme le Portugal, ça se passe plutôt bien. Alors, du coup... comme Sylvain Richaud, je sais qu'il va aller en Grèce prochainement, j'ai essayé de regarder un petit peu dans quel contexte sanitaire et sécuritaire il se trouverait.
Alors, de fait, on n'en entend pas parler parce que en date du 4 mai, alors ça c'est source ministère des Quai d'Orsay en France, donc source avérée, 2640 cas au 4 mai, mais 143 décès seulement. Ah oui. Pour une population d'un peu plus de 10 millions d'habitants, 143 décès. Alors c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ce pays qui, on peut dire, est en crise depuis quasiment 10 ans. Avec une population où il y a du surpoids, de l'obésité, tout le monde n'est pas au régime crétois, ouais. et une population qui est assez vieillissante. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les devants, les Grecs, nos amis grecs. C'est-à-dire qu'en février, avant que tout le monde commence à confiner, ils ont arrêté toutes les grandes fêtes, les carnavals. À la mi-mars, ils ont fermé les bars, les restos, les lieux de culte. En date du 10 mars, ils ont fermé toutes les écoles, donc avant tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils en sont à un bilan sanitaire qui est plutôt, enfin c'est jamais positif, mais qui est très en retrait par rapport à cette terrible, on va dire cette terrible réalité italienne qui leur faisait vraiment peur, puisque c'est à côté, donc ils ont fermé les frontières. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Très bien. Alors, je dirais qu'il y a un seul bémol quand même, c'est qu'ils ont des camps de migrants en Grèce où il y a un peu plus de 100 000 personnes qui sont cantonnées et où là, la situation sanitaire n'est pas terrible, mais on ne sait pas tout. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marc. C'était très sympa, effectivement, de répondre à ma petite requête de ce matin. Ça nous intéressait de savoir, effectivement, quelles étaient les nouvelles de la Grèce dont on parle très, très peu dans les médias nationaux. Marc, une petite question tout de même. C'est toujours la dernière question, hein, forcément. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises qui risquent d'être défaillantes à la reprise si ces reports de charges et si ces annulations de charges ne sont pas mises en place ? Alors là, c'est un peu trop tôt pour le dire. Donc selon les statistiques de l'URSSAF, mais aussi les éléments que je peux avoir de la DIRECT, donc la direction du travail, direction des services fiscaux, on peut pas. C'est trop tôt pour savoir pour avoir une idée des entreprises qui ne se relèveront pas de cette crise. Je pense qu'on va assister à des dépôts de bilan, à des faillites, mais avec des chiffres qui seront plutôt, me dit-on, mesurés à la rentrée de septembre. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Il y a pas mal de mesures qui sont, rappelle l'URSSAF, mises en place grâce notamment à ces reports de cotisation et parfois des exonérations complètes. Donc il y a toutes ces choses qui sont mises en place pour éviter la casse, mais que ce soit dans les directions régionales des banques ou à l'URSSAF, on ne cache pas qu'il y en aura. Merci beaucoup, Marc. On se retrouve régulièrement avec vous pour toutes ces infos de proximité sur la manière dont fonctionne l'économie régionale et dont on espère bien qu'elle va refonctionner de plus en plus. À bientôt, Marc. À bientôt. Claire nous souhaite bon courage. Elle est très sympa, merci Claire. Et Annie nous dit peut-être qu'en Grèce, il y a un meilleur terreau immunitaire. Allez savoir. Marc Braun évoquait le régime crétois, qui n'était pas forcément largement généralisé en Grèce. Pour autant, Françoise nous indique aussi que Malte a bien géré la crise. Voilà, petite île de la Méditerranée. Pour l'instant, on va prendre de la hauteur, on va même prendre de l'altitude. Et on a l'immense plaisir, je pèse mes mots, de recevoir l'explorateur aventurier Bertrand Piccard. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors Bertrand, je me permets cette familiarité de vous appeler par votre prénom parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, au départ de la Transat Jacques Vabre. Et puis, à cette époque-là, on avait fini l'interview par votre sentiment, votre feeling sur la façon dont le monde allait évoluer. C'était peut-être un peu prémonitoire, mais on finira tout à l'heure par vous poser la question. Messieurs, quelle première question auriez-vous envie de poser à Bertrand Piccard ? Déjà, vous êtes où actuellement, Bertrand Piccard ? Je suis à Lausanne, en Suisse, où le confinement est moins strict qu'en France. On compte un peu plus sur la responsabilité personnelle de chacun. On a donc le droit de sortir, mais pas de faire des attroupements de plus que 5 personnes, pas être à moins de 2 mètres des autres. Donc les citoyens jouent le jeu, je crois, ça se passe assez bien. Et les écoles, les commerces vont rouvrir aussi très prochainement ? Les commerces sont en train de rouvrir, les écoles bientôt. Toute la fondation de Solar Impulse est en télétravail. Et c'est assez impressionnant de voir comment 45 personnes qui avaient l'habitude d'être dans le même bureau arrivent de manière complètement délocalisée à travailler, je dirais, encore plus efficacement parce qu'il n'y a pas de temps de déplacement, il y a beaucoup moins de temps perdu. Donc en fait, curieusement, ça marche encore mieux. Concrètement, vous parliez de la situation en Suisse. Quand vous sortez, vous êtes obligé de porter un masque, vous avez des obligations spécifiques ?
Alors le masque va être obligatoire à partir du moment où les magasins réouvrent et qu'on peut ressortir. Ce sera prévu pour quand ? De manière plus libre. Mais en ce moment, il y avait, pour les sorties courantes de ces dernières semaines, il n'y avait pas de masque obligatoire. Alors certaines personnes le mettaient, d'autres pas. Et comment le chef d'entreprise va réagir justement dans les jours à venir, dans les semaines à venir ? Vous avez fait l'expérience du télétravail dans l'urgence. Est-ce que vous envisagez de pérenniser cette méthode de travail ou vous allez repartir comme avant en retrouvant vos collaborateurs auprès de vous dans un même endroit ? Alors, quand il y a une crise, je crois qu'il faut vraiment éviter de refaire comme avant quand on sort de la crise, parce que ça veut dire que la crise n'a servi à rien. Donc, il faut vraiment essayer de garder tout ce qui a bien marché. Alors, ce qui a bien marché, c'est effectivement d'être un peu plus en télétravail. Ceux qui sont en contact avec l'extérieur, par téléphone, par email, par Skype, etc., peut-être qu'eux vont être plus en télétravail parce qu'ils seront plus tranquilles pour le faire. Les autres qui ont l'habitude de travailler ou qui sont plus efficaces quand ils sont en noyau d'équipe vont revenir au travail. Pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est que ça va être fait sur une base volontaire. On aimerait bien, et je sais qu'on les a, donc on ne va pas s'en priver, revoir encore, et pardonnez-nous de les demander, ces images de Solar Impulse. Vous en êtes où par rapport à cette magnifique aventure, Bertrand ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? On est sur une aventure qui s'est terminée ? On est sur d'autres choses qui peuvent arriver ? Alors, nous sommes sur la suite de l'aventure de Solar Impulse, sur la deuxième phase. La première phase, c'était de montrer qu'on pouvait faire des choses a priori impossibles avec des technologies propres et des énergies renouvelables. Maintenant, on est en train de sélectionner dans le monde entier 1000 technologies ou systèmes ou produits ou matériaux qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement, de manière à amener ça au gouvernement et leur montrer que finalement, on peut créer beaucoup plus d'emplois et faire beaucoup plus de profits industriels si on remplace tout ce qui est polluant par ce qui protège l'environnement. Donc ça, c'est vraiment la phase dans laquelle nous sommes. C'est ce qu'on a appelé le challenge des 1000 solutions de la Fondation Solar Impulse. On imagine, quand on a vu des images de votre engin, de votre nouvelle technologie, on imagine que des pièces viennent du monde entier. C'est un assemblage de composants qui viennent de tous les continents, notamment du continent asiatique et de la Chine. Beaucoup de réflexions sont actuellement sur la table autour de relocalisation en Europe, dans les pays occidentaux, d'une partie de la production de ces technologies-là qu'on a laissé filer en Chine. Est-ce que pour vous, vous êtes inquiet dans les mois à venir sur la façon de vous approvisionner afin de pouvoir construire les nouveaux engins, les nouvelles machines dont vous rêvez, que vous avez déjà en tête? Non, j'ai pas peur du tout. Je pense qu'au contraire, dépendre tellement de l'autre bout du monde, c'est excessivement dangereux. Et on a perdu beaucoup d'emplois et beaucoup d'opportunités industrielles en Europe par appât du gain à court terme, il faut bien le dire. On pensait que ce serait quelques centimes moins cher de le faire fabriquer à l'autre bout du monde. Et cette manière de vouloir faire baisser les prix baisse le niveau de vie des gens, baisse les salaires en Europe. Donc, c'est pas une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut vraiment voir avec la crise du Covid-19, c'est que le monde qu'on va reconstruire avec les milliards de dollars et d'euros qu'on est en train de mettre sur les marchés, heureusement d'ailleurs, pour soutenir les entreprises, eh bien, c'est qu'il faut soutenir les entreprises avec des conditions environnementales. Il ne faut pas qu'on reconstruise le monde polluant d'avant. Il faut que toutes ces technologies, comme celles que la Fondation Solar Impulse sélectionne un petit peu partout, toutes ces startups, toutes ces entreprises, puissent avoir voix au chapitre et mettre leur technologie sur le marché à disposition de tout le monde. Alors, il y a des entreprises qui résistent, qui veulent revenir au statu quo. Heureusement, il y a d'autres entreprises qui veulent améliorer la situation. Et on a sorti une tribune entre la Fondation Solar Impulse et des grandes entreprises multinationales comme LVMH, comme Air France, comme BNP Paribas, Engie, Nestlé, justement pour dire qu'il y a des grandes entreprises qui s'engagent dans le développement durable, à être plus efficientes en énergie, à entrer dans l'économie circulaire, à gérer leurs déchets de manière plus appropriée. Et elles demandent même au gouvernement, au pluriel, d'avoir des politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses pour savoir dans quelle direction ils peuvent investir. Donc ça, c'est très bon signe. Bertrand, on était le 21 mars 1999, il était 6 heures GMT, vous vous posiez dans le désert égyptien, c'était l'aventure du tour du monde en 20 jours.
à l'arrière du livre, on lit sur les traces de Jules Verne. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec le Tour du monde en 80 jours. Évidemment, on vous l'a dit 1000 fois, je sais bien. Jules Verne, ça fait toujours partie de vos lectures. Bien sûr, peut-être que vous les lisez, vous les relisez, mais dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ce merveilleux explorateur par le verbe et par l'écrit qu'était Jules Verne? Je suis content que vous décriviez Jules Verne comme un explorateur et pas comme un auteur de science-fiction. Parce qu'en fait, Jules Verne n'a pas écrit de science-fiction, il a fait de l'anticipation. En fait, tout ce qu'il a écrit s'est réalisé avec une acuité et une précision incroyable. Donc c'est vrai que Jules Verne, pour moi, c'est vraiment cet exemple, cette inspiration que quand on a un rêve, on peut l'accomplir. Donc il est toujours présent. Et on avait dans le centre de contrôle de Solar Impulse à Monaco cette phrase de Jules Verne, tout ce qui n'a pas encore été inventé reste à être réalisé. Bertrand, on avait promis hier à Mathieu Tordeur. Mathieu Tordeur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce jeune Français qui est allé jusqu'au pôle Sud sans assistance, sans ravitaillement. On l'avait hier, comme vous, par liaison vidéoconférence. On lui a demandé quelles questions vous aimeriez poser à Bertrand Piccard. Alors je la relais aujourd'hui pour finir nos échanges. Il vous demande quel enseignement pouvez-vous tirer de cette crise pour la vie future? Question très vaste, mais si vous pouvez finalement aller à la synthèse peut-être de ce qui est le plus important pour vous. Ah ben je trouve ces questions extraordinairement importantes. En fait, avant la crise du Covid, on était dans un monde qui était dangereux, instable, fragile, polluant et inéquitable. Et ce qu'on doit retenir de cette crise, c'est qu'on doit construire un monde différent. Un monde qui n'est pas axé sur le court terme uniquement, sur l'appât du gain, mais sur une inclusivité de tous les citoyens de cette planète. Alors comment est-ce que ça se fait pour que ce ne soit pas naïf? Parce que le yaka faut que, ça ne marche pas. C'est du wishful thinking, hein, de la pensée naïve. Ce qu'il faut, c'est voir tout ce qui est financièrement rentable pour l'industrie, tout ce qui est techniquement possible, tout ce qui crée des emplois et qui en même temps protège l'environnement. Et ça, il faut le favoriser massivement par des décisions gouvernementales qui permettent de cette façon-là de créer une nécessité pour appeler sur le marché toutes ces technologies, tous ces nouveaux processus, en fait, une nouvelle économie qui sera beaucoup plus prospère que celle qui était basée autrefois sur le gaspillage. Dernière question, on voit derrière vous une partie sûrement de votre bibliothèque. Est-ce que vous avez profité de cette période de confinement pour vous replonger dans un livre? Est-ce qu'il y a un livre que vous avez repris avec plaisir et que vous avez lu pendant cette période? Alors curieusement, je n'ai pas encore eu le temps de lire. J'ai essentiellement écrit. J'ai écrit des articles, des tribunes, des posts pour les réseaux sociaux, histoire vraiment de profiter de cette crise pour montrer ce qu'on peut en apprendre, comment on peut ressortir meilleur après la crise qu'avant. Donc j'ai plus écrit que lu. Et votre prochain grand défi, quel est-il? Alors le prochain grand défi, c'est vraiment celui dans lequel ma fondation se trouve en ce moment, c'est avoir le plus vite possible 1000 solutions technologiques labellisées, prouvées comme étant rentables et pour le porte-monnaie et pour l'environnement, et refaire un tour du monde pour les amener aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement, aux institutions, aux grandes entreprises, et leur dire voilà les outils qui vous permettent de réconcilier économie et écologie. Voilà les outils qu'il faut absolument favoriser pour que notre monde puisse sortir de ce cycle infernal de pollution et de gaspillage. Et vous avez un exemple, par exemple, à nous donner? Alors, tout à fait. Pour l'instant, on en a 469 déjà sur les 1000. Un module qu'on installe sur un moteur à combustion de voiture qui baisse de 80% les émissions de particules et de 20% la consommation d'essence. Donc, sur un taxi, c'est rentabilisé en 6 mois. Un système qui vient de l'ouest de la France, Ecotexeram, qui permet de stocker de la chaleur qui serait perdue dans les industries, la stocker dans des blocs de céramique pour la transporter et la mettre à disposition de ceux qui ont besoin de chaleur. Donc on voit que même dans des choses un peu impalpables, on peut entrer dans un système d'économie circulaire. Un autre système qui permet de réduire à l'échelle moléculaire tous les déchets, même le contenu des poubelles domestiques, de manière à pouvoir en refaire des plastiques à partir des déchets et pas à partir du pétrole.
Et il y en a encore 466 autres qui sont prêts. Vous pouvez les voir sur le site de solarimpulse.com. Vous avez déjà des exemples normands? Non, c'est fini, parce que vous savez, Bertrand, comme on le dit toujours ici, on gère des secondes. Et puis moi, j'ai la régie dans l'oreillette qui me dit ça pousse derrière, parce qu'on doit retrouver un de nos journalistes en direct. Voilà, j'aurais bien aimé me faire dédicacer ce tour du monde en 20 jours de 1999, mais là, la virtualité, c'est formidable, mais là, c'est pas possible, hein, malheureusement. Il va falloir venir sur le plateau. Pardon ? Vous dédicacez Objectif Semaine, qui est le récit du tour du monde de Solar Impulse. Ah bah génial, on est preneur évidemment. Vous êtes un peu notre Jules Verne à nous, vous voyez un peu le compliment, Bertrand. J'ai quand même une question. Les entreprises qui nous écouteraient, qui auraient des solutions, elles vous contactent directement ou c'est vous qui allez les chercher? C'est vraiment question courte, réponse courte. C'est les deux. On va en chercher quand on les connaît, mais on fait des appels à solutions et les startups ou les grandes entreprises nous amènent ensuite spontanément leurs solutions. Merci beaucoup. Sylvain me fait les gros yeux. Mais oui, je fais les gros yeux. Et puis je vois dans les yeux de notre rédacteur en chef Thierry Rabillet qui se dit qu'il aimerait bien que Bertrand Piccard soit un chroniqueur régulier dans les pages du journal. Non, Thierry? Ah bah oui, en plus il est prolixe en écriture, donc on vient d'apprendre qu'il ne cesse d'écrire. Merci beaucoup Bertrand. Merci, bonne journée. Bonne journée. Très bonne journée. Voilà. Voilà. Et effectivement, quand je dis ça pousse, eh bien, c'est le fait de retrouver Thomas Dubois, le journaliste que vous connaissez bien, puisqu'il est très souvent en plateau ici avec nous. Il est en direct. Thomas, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que nous vous voyons? Voilà, ça se connecte. Peut-être rappeler. Il est censé être à Côtebec-les-Elbeuf, Thomas. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit il y a une demi-heure avant de partir. Voilà. Donc, on va pouvoir vérifier si vraiment Thomas est à Côtebec-les-Elbeuf en reportage, sur les écoles d'ailleurs. Voilà, Thomas. Bonjour Thomas, vous nous entendez? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Eh bien, on vous entend, on vous voit, c'est formidable. Alors, racontez-nous, dites-nous sur quel lieu vous êtes et quelle actualité vous couvrez. Écoutez, je suis devant l'école Louise Michel à Côtebec, les Elbeuf. On est allé voir ce qui se passait. Le maire de la commune, Laurent Bonnater, nous a ouvert les portes de cette école où on se prépare pour la rentrée. Et la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi 11 pour les enseignants et le 12 pour les écoliers. Alors, parce qu'on a beaucoup insisté, notamment aujourd'hui sur les maires, sur les communes qui refusent de rouvrir la semaine prochaine, qui ont beaucoup de réticences. Et là, en l'occurrence, à Côtebec, Côtebec, les Elbeuf, on dédramatise beaucoup la situation. Tout a l'air prêt, tout a l'air en ordre pour pouvoir accueillir les enfants. Alors tiens, il y a Mathieu qui nous suit, qui remarque votre masque. C'est bien un masque que vous avez, hein? Ouais. Oui, je l'ai gardé là sur le coup parce que évidemment. Ça sert pas à grand chose là. Portage, et je précise que tout le monde ici à l'école était masqué et que voilà, c'est une façon de faire des reportages sur le terrain parfois pas toujours agréable pour discuter notamment, mais j'avais le masque sur moi, tout à fait. Une question du patron. Ouais. Donc j'imagine que le protocole va être respecté à Côtebec, donc on va être sur des classes de 15 élèves maximum à partir de mardi. Ici, je suis dans une école primaire qui va accueillir seulement 24 enfants, alors que des enfants de grande section. À Côtebec, ils vont démarrer par niveau, un peu comme à Rouen. C'est-à-dire que là, la semaine prochaine, on va avoir la grande section, les CP, les CE1, REP+, et CM2. Et les autres niveaux vont rentrer à partir du 25 mai. Donc ici, il n'y aura que 24 enfants. Du coup, c'est pas très compliqué pour l'instant de faire respecter les distances, notamment j'ai pu voir dans le self, l'étable qui accueille habituellement 6 enfants, il n'y en a que 2. Les salles de sieste, il y a 1 mètre de distance entre chaque lit. Les lits superposés, il y a un niveau qui est condamné. Les toilettes, c'est 1 sanitaire sur 2. Enfin voilà, pour l'instant, c'est finalement presque assez simple. Peut-être que ça va se compliquer en juin, dès lors que, ce que me disait l'équipe de l'école, c'est-à-dire dès lors que le chômage partiel, les salariés vont revenir un peu plus massivement au travail à partir de juin et que les élèves vont revenir un peu plus en nombre, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais la logique, c'est vraiment s'adapter quasiment au jour le jour. Et le fait qu'il n'y ait que 24 élèves, c'est parce que les autres parents n'ont pas souhaité que leur enfant retourne en classe, ou il y avait une sélection? Comment ça s'est passé? Ce que m'expliquait l'équipe, le maire de Côtebec tout à l'heure, Laurent Bonnater, c'est qu'il y a quasiment seulement 1/3 des enfants scolarisés à Côtebec, les Elbeuf, qui va reprendre le chemin de l'école la semaine prochaine. Je crois qu'il y a à peu près 1 millier d'enfants scolarisés, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a encore beaucoup de parents qui
sont, on le disait tout de suite, en chômage partiel, qui se disent qu'ils vont encore pouvoir garder un peu leurs enfants avec eux. Ça ne se précipite pas tant que ça pour rescolariser les enfants. Alors, est-ce que parce que c'est les parents, est-ce que les parents ont peur? Alors ça, c'est difficile encore de le savoir, mais il y a aussi une bonne dose a priori de parents qui souhaitent encore garder leurs enfants avec eux tant que eux peuvent rester à la maison. Merci beaucoup Thomas, on était vraiment sur le lieu en direct avec vous. Merci de nous avoir fait vivre en direct ce matin depuis Caudebec-les-Elbeuf, la manière dont ça se passe. Et puis remets ton masque sur le nez Thomas. Oui, et le masque tout de suite retour sur le nez. Nous allons enchaîner avec notre prochaine invité. Alors restez avec nous, on va retrouver Perico Légas, vous savez, le critique gastronomique qui chaque semaine, le mercredi, nous fait part de ses humeurs, ses coups de cœur, ses coups de gueule. On sera avec un jeune entrepreneur brasseur, vous allez voir, c'est une histoire extraordinaire, et puis d'autres choses encore, et notamment Monseigneur Lebrun. Tout à fait, Monseigneur Lebrun qui était monté au créneau... archevêque de Rouen. L'archevêque de Rouen, qui était monté au créneau contre... après les annonces d'Édouard Philippe, parce qu'il avait l'impression que les lieux de culte étaient les grands oubliés du déconfinement, et il a peut-être obtenu gain de cause, c'est ce qu'on va savoir dans quelques temps. Marie Fleury-Bourdoduy est en train de l'appeler actuellement. Donc voilà, mais pour l'instant, on est avec un homme qui est un grand joueur, si je puis dire. On va comprendre, on va s'expliquer. Bonjour Nicolas Benoît, vous êtes avec nous. Bonjour. Alors, oui, je vous entends. Alors, quand on dit que vous êtes un grand joueur, c'est une façon de parler. Vous êtes surtout quelqu'un qui fait jouer les autres, puisque vous êtes le directeur produit et communication d'Asmodee France. Je vous laisse dire ce qu'est Asmodee France, quel est l'objet de cette société qui œuvre dans les jeux de société. Alors Asmodee, c'est un éditeur et un distributeur de jeux qui est spécialisé dans le jeu de société depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc on est le numéro 1 en France, c'est pas loin d'être le numéro 1 dans le monde, si je suis un petit peu prétentieux. Donc on est spécialisé dans la création de jeux, donc on est un petit peu spécialiste du jeu un peu moderne, on va dire, tout ce qui nous change des vieux jeux à la papa. Alors c'est-à-dire quand vous dites moderne, c'est quoi par opposition aux jeux à la papa? C'est des jeux qui s'adressent à des adultes, c'est-à-dire que traditionnellement le jeu de société c'est plutôt pour les enfants. Et en fait, nous, on a aidé à créer des jeux qui se jouent entre adultes, si je puis dire. Donc, c'est des jeux aussi célèbres que Catan, Les Aventuriers du Rail, Jungle Speed, Double. Alors, il y a à la fois des jeux très familiaux, puis des jeux beaucoup plus compliqués, qui prennent plus de temps et qui s'adressent à un peu plus... Ce sont des jeux de plateau, donc si on n'a pas les plateaux, on ne peut pas y jouer. Est-ce que vous avez adapté votre activité au confinement? Alors justement, Anthony, c'est justement cela. C'est-à-dire que chez Asmodee, on a développé des produits justement pour les personnes confinées. Racontez-nous. Alors on a réagi très vite par rapport à ça, parce qu'effectivement, on s'est dit que beaucoup de gens étaient coincés chez eux. Et qu'il fallait bien qu'ils s'occupent. Donc une fois qu'on a fini Netflix et qu'on a fini Steam en jeu vidéo, il y a les jeux de société, surtout que ça permet aussi de recréer du lien et d'être tous ensemble, notamment en famille. Donc comme les moyens d'achat étaient limités parce que les magasins sont fermés malheureusement, et bien du coup on s'est dit on va faire un pack de jeux à télécharger qui sont représentatifs de notre production. Et les gens ont téléchargé assez massivement et ça a rencontré beaucoup de succès. Et ça a été plutôt sympa. Les gens se sont occupés avec ça, donc c'est très bien. Nous, on est très contents de ce qu'on a pu apporter aux gens spontanément. En fait. Et c'était gratuit? Ce pack, il est gratuit, payant? Oui, tout à fait gratuit, oui, bien sûr. Ça a été mis en ligne début avril. Et c'était tout à fait gratuit. On pouvait télécharger. D'ailleurs, ça continue encore. On a presque 800 ou 900 000 téléchargements, donc c'est très bien. Nicolas Benoît, c'est assez étonnant dans cette économie marchande, cette économie libérale qui est la nôtre, de voir qu'au cours de cette période de confinement, vous et de très nombreuses autres entreprises dans divers secteurs économiques très différents se mettent alors c'est temporaire bien sûr, mais se mettent à proposer gratuitement un certain nombre de produits et de services. C'est un peu contraire à la règle de l'économie qui veut qu'une entreprise effectivement ait des revenus, fasse du profit, et c'est normal. Oui, alors en ce moment c'est un peu plus compliqué. Donc bien sûr. On va dire que voilà. De toute façon, l'un dans l'autre, ça a été assez. Enfin bon, même si les jeux de société pendant cette période se sont bien vendus, c'est-à-dire que les gens, il y a beaucoup de magasins qui ont trouvé des solutions pour faire des livraisons, pour faire du click and collect, de la VPC, etc. Donc il y a eu un vrai boom des jeux de société. Et l'idée de faire ça, c'est aussi d'accompagner ce boom
c'est aussi une promotion du jeu de société en général, parce qu'on ne fait pas seulement la promotion de nos jeux, on fait aussi celle du jeu de société et de l'acte de jouer en général. Et donc le fait de donner ces jeux, c'est aussi pour nous un moyen de dire aux gens, regardez, les jeux de société, c'est un truc sympa, on peut y jouer en famille, ça coûte pas grand-chose, et en plus vous allez prendre du plaisir et vous allez tous vous retrouver. Donc c'était aussi un moyen pour nous de faire partager cette passion, parce qu'on est aussi des passionnés. Et même si c'est gratuit, pour une fois, profitons-en. Hein. Thierry ? Quels ont été les jeux de société que vous produisez, qui ont été les succès de cette période de confinement ? Alors, il y a un jeu qui s'appelle Seven Wonders Duel, qui est un jeu plutôt... alors, pour adultes, entre guillemets, parce que les règles sont assez sophistiquées. On est vraiment loin du jeu de société pour enfants traditionnel. La particularité, c'est que c'est un jeu qui joue à deux. Donc il y a un vrai marché de jeux de société pour les jeux qui se jouent à deux. Et là, effectivement, beaucoup de gens étaient confinés en couple. Donc à un moment, c'est pareil, il faut s'occuper. Et il y a un vrai boom de ce jeu-là, et d'une manière générale, de tous les jeux qui peuvent se jouer facilement à deux. Et après, tous les jeux vraiment familiaux, type Les Aventuriers du Rail, Dixit, Catan, ce genre de choses-là, qui ont bien fonctionné aussi, parce que ça se joue en famille. Donc on peut jouer... Donc on peut jouer aux Aventuriers du Rail sur une tablette, sur un ordinateur. Alors on peut y jouer sur une tablette, oui, mais on peut y jouer aussi en vrai. Et là, on joue avec les enfants, on joue avec la famille, il y a des échanges, il y a une interaction. Et ça, c'est nous, en tant qu'éditeurs de jeux, c'est ce qu'on aime. Donc même s'il y a une version digitale, ce qu'on aime, c'est le papier, le carton, le physique, les regards, les éclats de voix, les rires, etc. C'est ça qu'on propose aux gens. Des escape games également ? Alors les escape games, on a un jeu qui s'appelle Unlock, qui est un très très gros succès, c'est un énorme succès, donc qui est inspiré du principe des escape games, sauf que là vous l'avez dans une boîte de jeu, et donc vous êtes pris en main dans une aventure. Il y a 3 aventures par boîte de jeu qui sont sur des thèmes très variés, et en fait c'est le principe d'une escape game. Il faut réfléchir, c'est vraiment très très bien fait. Il faut trouver vraiment comment on passe à l'étape suivante. Et c'est très imaginatif. Et ça pareil, en confinement, ça peut jouer tout seul, à plusieurs. Donc ça a bien marché aussi. Donc je pense que Marie-Fleury Bourdoduy mettra le lien dans les commentaires de la page Facebook. Merci beaucoup Nicolas Benoît. Voilà, on a été avec vous dans une autre partie de l'économie, qui a toute sa raison d'être, évidemment. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Dites-moi, Anthony, j'ai l'impression que vous citez beaucoup le nom de Marie-Fleury Bourdoduy. Oui, c'était un petit défi aujourd'hui, voilà. Il ne faut pas tout dire, Je fais contre. Faites et contre. Dites-moi, Thierry, dans les grandes villes, les grandes métropoles de Normandie, lorsqu'il y a des travaux, il y a quand même une nouveauté là depuis quelques jours, c'est que ça repart. Oui, ça repart avec les gestes barrières. Donc effectivement, le secteur des travaux publics et du bâtiment a été quasiment la première fédération à prendre les choses en main, à se responsabiliser et à produire un guide des bonnes pratiques. Car ce que me disaient aussi des professionnels du bâtiment, pour eux, le risque, il existe depuis des années dans le bâtiment. Il y a le risque amiante, il y a le risque de différentes matières. Donc ils ont l'habitude déjà de produire des guides des bonnes pratiques avec tel geste à produire, tel équipement à mettre en place. Voilà. Donc quelque part, ils se sont juste adapté au Covid-19. Pour eux, ça n'a pas été une révolution, une nouveauté. C'est un secteur qui a l'habitude de gérer le risque et surtout de protéger ses salariés. Donc, pour eux, ça a été une expansion, ça a été une nouvelle version de leur guide des bonnes pratiques. Et donc, c'est pour ça que ça a été assez vite dans le bâtiment. Et le bâtiment, ce que faisait remarquer un professionnel du bâtiment hier à midi dans une discussion informelle, il m'a dit « Est-ce que vous avez déjà vu le bâtiment se mettre en grève? Est-ce que vous avez déjà vu le bâtiment défiler et protester? Non, le bâtiment ne s'arrête jamais. Et on va par contre des poncifs chers à Anthony. Quand le bâtiment va, tout va. Effectivement, le bâtiment, globalement, a été un petit peu vilipendé par le gouvernement. Et ça a été vraiment très mal vécu par les professionnels du bâtiment, puisque le bâtiment, globalement, s'est tout de suite mis en ordre de bataille pour reprendre le plus vite possible et toujours avec le souci de protéger ses salariés. En tout cas, notre prochain invité, lui, il aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de travaux sur tout le patrimoine qui lui est cher. C'est Monseigneur Dominique Lebrun. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, cette transition peut être un peu facile, mais effectivement, on sait à quel point le patrimoine qui vous est cher est en difficulté et combien de millions d'euros il faudrait pour le restaurer à un niveau acceptable. En tout cas, bienvenue sur le plateau de Lignes Ouvertes.
Et je laisse peut-être Anthony vous poser la première question. Oui, tout simplement la première question. Vous étiez monté au créneau lorsqu'a été présenté le plan de déconfinement en disant que les lieux de culte étaient finalement oubliés de ce plan. Vous aviez une réunion en début de semaine avec le ministre Castaner, il me semble, pour faire un point sur ce qui serait possible de faire ou non après le 11 mai. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui ? Oui, alors les discussions reprennent. Alors pas seulement là, cette semaine, ça a déjà repris la semaine dernière, pour réfléchir comment vivre ce plan de déconfinement qu'on avait déjà anticipé, à la demande d'ailleurs des différents ministères. Donc en fait, notre surprise, et comme vous dites, monter au créneau, c'est parce que, alors qu'on nous avait annoncé que on travaillait à ce plan de déconfinement, d'un seul coup, sans beaucoup d'explications, à dire vrai, le Premier ministre a annoncé que ça s'imposait d'aller jusqu'au 2 juin. Donc maintenant, le dialogue se reprend avec les différents ministères, comme vous pouvez vous en douter, qui sont concernés, avec les services de Jean Castex, qui est chargé de faire la coordination de ce plan. Et nous attendons maintenant quelques éléments supplémentaires, sans doute pas avant le 25 mai, puisque l'enjeu pour le gouvernement, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer après ce premier pas de déconfinement, ce sas de déconfinement. Est-ce que effectivement l'épidémie reprend, ne reprend pas, pour envisager ce qui va se passer au niveau des cultes. Vous avez le week-end de l'Ascension qui approche. Je suppose qu'un de vos souhaits, ce serait de voir les églises réouvertes à ce moment-là ? Alors, pour être très clair, les églises n'ont jamais été fermées. Donc les églises restent ouvertes et les gens peuvent venir quand ils le souhaitent, jusqu'à présent dans la proximité de leur domicile, puisqu'ils pouvaient faire 1 kilomètre autour de leur domicile. Ce qui va changer à partir de lundi, de manière certaine, sauf si le gouvernement revenait dessus, c'est que les personnes peuvent aller dans les églises, se recueillir, peut-être retrouver un certain sens de la communauté que représente une église. Voilà, je voudrais rendre hommage aussi à cette décision, en quelque sorte, que les plus hautes autorités ont voulu prendre au tout début du confinement, en disant les églises restent ouvertes, les lieux de culte, bien sûr en général, parce qu'il ne s'agit pas seulement des églises catholiques, et puis il y aura la possibilité de la célébration des obsèques. Voilà, c'est-à-dire une attention un peu particulière à un élément social qui est vécu de manière très profonde, évidemment, dans cette période qui nous renvoie tous à des questions profondes. La santé, c'est finalement aussi la question de la mort, même si on n'en parle pas, et qui nous touche tous très profondément. Et que vous a répondu le ministre Castaner quand vous lui avez sûrement dit que vous aviez le sentiment vraiment profond que la religion était la dernière roue du carrosse de la nation française aujourd'hui ? Alors il a dit lui-même publiquement, je crois sur les antennes d'un de vos confrères, qu'il y avait eu une erreur de communication. Voilà. Bon. Donc dont acte, nous prenons acte qu'il y a eu une erreur de communication, et puis nous essayons de tourner la page de cette erreur, et nous prenons aussi acte, je crois, d'un engagement pour prendre au sérieux que ce qui se passe dans les cultes, alors il faut s'entendre sur le mot culte, pour je dirais le droit, c'est toute l'activité cultuelle, y compris les activités caritatives, et pas seulement les prières dans une église, les prières communes. Dans le langage commun, évidemment, le culte, c'est davantage les prières communes dans tous les lieux. Et je crois que ce qui est maintenant bien perçu, quand on applaudit les soignants, qu'est-ce qu'on fait ? On applaudit pas seulement des gestes techniques et pas seulement un budget. On applaudit des personnes qui y mettent tout leur cœur, qui s'engagent et qui soignent le corps et l'âme, c'est-à-dire qui soignent la personne. Je crois que du point de vue des cultes, c'est ça que nous essayons de faire comprendre, c'est que quand il s'agit de réunir des personnes dans une église, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour soigner l'âme et donc soigner le corps, parce que c'est soigner la personne, et j'irais jusqu'à dire soigner le corps social. Est-ce que vous avez réfléchi déjà aux mots que vous prononcerez lors de la première messe que vous pourrez célébrer en la cathédrale de Rouen ? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler un texte ? Est-ce que vous avez déjà une ligne conductrice de ce texte-là ? Est-ce que vous avez déjà des mots en tête que vous voudrez prononcer
pour les premiers mots que vous prononcerez dans la cathédrale de Rouen lorsque les messes seront de nouveau autorisées? Alors oui et non. Pas de manière très approfondie. Je n'ai pas commencé à écrire des choses. Mais vous savez que dans notre pratique à l'approche de Pâques, et c'est la pratique de chaque messe, il y a se mettre devant Dieu avec humilité. Voilà. Et il y a la pratique, pour les catholiques, de se confesser avant Pâques pour demander pardon et recevoir le pardon de Dieu. Donc je crois que ma première parole et mon premier geste, si vous voulez, ça sera de dire à tous les fidèles qui n'ont pas pu se confesser, de dire voilà, le Seigneur vous pardonne et je vais vous dire une prière qui va vraiment, de la part de Dieu, pardonner tout ce que nous avons pu mal vivre en manque d'amour de notre faute. Eh bien, Dieu vous pardonne. Merci beaucoup, Monseigneur Lebrun, d'être, si je puis dire, entre guillemets, passé par le plateau de Lignes Ouvertes. Et on était ravis de cette... Merci pour votre invitation. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera prochainement en live. Alors, juste une question, vous nous voyez bien, hein? Je crois que vous nous voyez, hein? Vous avez l'image. Oui, très bien, très bien. C'est une nouveauté aujourd'hui. Jusqu'à présent, techniquement, nos invités n'avaient pas l'image. Et c'est quand même beaucoup plus confortable pour vous qui intervenez de nous voir. Merci, Monseigneur Lebrun. Merci à vous. Voilà. Au revoir, Monseigneur. Et vous dire que Monseigneur Lebrun, comme également tous nos autres invités, eh bien, s'exprime sur le site internet de Paris Normandie, s'exprime également sur la page Facebook de Paris Normandie et s'exprime sur les ondes de Radio Sensation, qui est notre partenaire, puisque nous sommes chaque jour co-diffusés sur Radio Sensation. Voyez, nous allons maintenant parler gastronomie. On va tout à l'heure parler de bière, je vous en ai parlé avec ce jeune brasseur audacieux. De la bière au cidre, il n'y a que quelques bulles. Le cidre, ça ne va pas fort en ce moment, hein. Non, effectivement, avec la fermeture des restaurants, des bars, des hôtelleries, effectivement, la vente de cidre s'effondre. Et donc, les producteurs cidricoles, la Normandie, première région de production cidricole, est forcément très inquiète sur l'avenir de la filière. Et donc, des députés se sont penchés sur le dossier, ont alerté le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, justement pour des mesures d'urgence à pouvoir apporter aux producteurs de cidre. Car c'est comme d'autres, on parlait tout à l'heure de la bière, il y a aussi des millions de fûts de bière qui ont été détruits ces derniers jours, puisqu'effectivement aussi la production et la consommation est en forte baisse, puisque les lieux où on vend ces produits-là qu'il faut consommer avec modération sont aussi fermés. Donc c'est toute une filière effectivement qui souffre. Et il y a des producteurs aussi qui ont réorienté leur production en attendant que la crise se termine pour réaliser du gel hydroalcoolique. Donc voilà. Alors justement, on enchaîne avec notre chroniqueur précieux et hebdomadaire, Perico Légas. Bonjour Perico. Bonjour. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, on sait que le mercredi, c'est la journée où on retrouve Perico. Perico avec ses sujets qu'il souhaite aborder avec nous, avec aussi ses coups de cœur, ses coups de gueule. Voilà, c'est comme ça qu'on vous aime, Perico. Bon, je réagis à ce qui vient d'être dit. Le cidre est un des emblèmes gastronomiques de la Normandie. Je regrette que sa vente passe essentiellement par la restauration. On peut aussi acheter du cidre normand, du cidre fermier, du cidre artisanal directement. Et voilà, il serait bien que nos concitoyens fassent ce geste de solidarité avec la production cidrière en achetant dans le commerce ou en se faisant livrer, tout simplement, ou en pouvant y aller si on peut, dès qu'on pourra se déplacer à partir du 11 mai, si les normes s'assouplissent. Il faut boire du cidre. C'est une boisson très saine, c'est une boisson excellente. Avec modération, Perico, avec modération. Modération, mais les Normands sont modérés par nature, donc j'ai pas besoin de le préciser. Et là, c'est paroles d'un connaisseur, pour avoir déjà partagé des déjeuners avec Perico Légas, c'est un grand amateur de cidre. Hein. Et vous avez il ne faut pas lui mettre n'importe quel cidre sur la table. Voilà, justement, vous avez un producteur un peu favori ? Alors, moi, c'est un combat depuis longtemps, la réhabilitation du cidre. Quand je viens en Normandie, je ne bois que du cidre. Je déguste du cidre, quelle que soit la catégorie gastronomique ou de restaurant. C'est une boisson qui va avec tout. Ça va avec les volailles, ça va avec la viande, ça va avec évidemment, c'est le partenaire idéal de nos fromages, de nos trois fromages. Ça va sur le homard, ça va sur les produits de la mer, ça va sur une seule meunière. Le cidre, c'est la boisson universelle, c'est le cru des Normands. Et il y a, je peux le dire, parce que je suis amoureux de tous les produits de France, le cidre normand est le meilleur cidre du monde. Attention Perico, attention, juste à ce moment-là, vous avez tous les Bretons contre vous, hein, évidemment. Mais j'adore les Bretons, je les embrasse très fort. Leur cidre est tout à fait respectable, mais le meilleur cidre breton, où j'ai beaucoup d'amis, n'arrive pas à la cheville des grands cidres, des grands crus du Pays d'Auge, de Cambremer.
il y en a maintenant dans la Manche, dans le Cotentin, il y en a dans le Pays de Caux. Grâce à ma contribution à Paris-Normandie, j'ai découvert des dizaines de petits producteurs et j'ai vu que c'était une activité qui se portait bien. Donc il serait dommage qu'elle souffre de cette maladie et je fais appel à la solidarité normande pour qu'on aille vers les producteurs de cidre et que l'on consomme autant que faire se peut cette boisson qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Bah alors là, dites donc, vous vous êtes mis dans la poche là toute la profession et tous les producteurs, et en particulier d'ailleurs Gérard Lenormand, face à l'abbaye de Jumièges, là-bas à Heurteville, qu'on était allé voir et qui, bien sûr, ça rejoint nos propos liminaires qui nous avaient dit à quel point il souffrait, hein, moins 90% de baisse de chiffre d'affaires, bien sûr. Pour finir, Perico, coup de cœur, coup de gueule. Et je comprends bien. Coup de cœur, coup de gueule, dans l'ordre que vous voulez. Un petit coup de gueule sur les mesures gouvernementales qui vont autoriser des transports en commun, le métro, certains regroupements, et on continue à pénaliser la restauration. Alors, il y a des types de restauration qui seront évidemment pas compatibles avec une réouverture immédiate et un accès au grand public, mais il y a des restaurants, il y a des petites auberges, il y a des professionnels responsables qui sont prêts à mettre en place toutes les normes, toutes les garanties de sécurité, d'espacement, de positionnement, de mettre des masques avec des personnels très engagés parce que c'est une profession qui est durement frappée. Et je suis étonné que le gouvernement, que le Premier ministre ait ce discours un petit peu punitif en disant tout ce qui est jouissance, tout ce qui est plaisir sera interdit. Vous êtes un peu des Gaulois réfractaires, vous n'êtes pas raisonnables. Donc on ouvrira ce qui est service public, mais la restauration qui fait partie de l'âme de notre pays, de notre art de vivre, là il faudra attendre plus longtemps. Or, je sais qu'il y a des professionnels, je dis bien pas tous, mais il y a beaucoup de professionnels, et il y en a en Normandie, qui sont prêts à mettre en place toutes les normes d'application pour qu'on puisse réouvrir la restauration et l'hôtellerie. Donc, je fais appel au pouvoir public, aux élus, à se mobiliser pour sensibiliser le gouvernement. Alors, des restaurants qui oui. peuvent ouvrir la fin du mois, il faut les soutenir. Alors ça, c'était le coup de cœur, Voilà. et on termine sur le coup de cœur. Ça, c'était le coup de gueule, disais-je, on termine sur le coup de cœur. Alors, un coup de cœur, c'est pour les producteurs de fromage qui s'en sortent bien en France, et notamment en Normandie. Ils sont eux aussi confrontés à une situation terrible. Et je vois que les consommateurs vont vers le fromage. Vous savez, les fromagers affineurs dans les grandes villes travaillent tous bien. Les producteurs de fromage ont de belles commandes. Bon, il y a 2000 tonnes de fromage AOP qui sont aujourd'hui un peu sur les bras dans la totalité de la France parce qu'il y a des territoires et des réseaux où le circuit n'a pas pu s'écouler, n'a pas pu fonctionner. Mais dans l'ensemble, le fromage reste le produit gastronomique vers lesquels les Français se dirigent pour compenser cette période un peu difficile. On m'avait demandé un petit idée de dessert. Oui, exact. Vous n'avez pas oublié. Avant le dessert, une petite question sur l'entrée ou le plat principal. C'est quoi pour vous, Perico, actuellement le bon prix pour acheter de l'asperge? On a beaucoup parlé des producteurs d'asperges. Ah oui, parce que les prix, c'est extensible. Les prix sont très extensibles, ça flambe sur les marchés. Pour vous, c'est quoi le bon prix pour acheter de l'asperge à un prix correct sur les marchés? Alors, il y a un petit peu de spéculation partout. Ouais. C'est toujours en période de crise. C'est une tradition française. On profite un peu de la situation. Je le regrette. Il y en a qui abusent du confinement. Une bonne asperge blanche, j'allais dire rurale, d'origine paysanne, elle doit être entre 5 et 7 euros le kilo. Voilà. Alors qu'on la trouve plutôt à 12, 14, 15 euros, effectivement, c'est quand même prohibitif. Bon, elle est très belle, vous savez, la très belle, grosse, blanche, impeccable, on peut monter à 8, 9, 10, mais l'asperge normale, entre 5 et 7 euros, c'est pour l'asperge blanche. Hein. Merci Perico. Perico, le dessert. Ben oui, mais justement, j'allais lancer notre consultant sur le dessert. Alors, le dessert, on va rester en Normandie. Je prends du yaourt. Je vais faire ce qu'on appelle un crémé aux fruits. C'est tout simple. On prend soit du yaourt, soit du fromage blanc. Fermier, évidemment, de lait de vache normande, bien entendu. On lui ajoute de la crème fleurette. On fouette. On rajoute un peu de confiture de fraises, de myrtilles, de cassis. Une confiture de fruits rouges plutôt, mais ça peut être aussi de l'abricot ou de la cerise. On mélange bien en fouettant. La crème fleurette va un peu s'émulsionner avec le yaourt ou le fromage blanc. On ajoute à la place du sucre cette confiture de fruits rouges et on a un merveilleux dessert, léger, onctueux, savoureux et plein de saveurs. Et on savoure encore le terroir de la Normandie avec un geste très simple. Et on prend ça avec un verre de cidre rosé? Un verre de cidre rosé ou un verre de cidre tout court. Ou éventuellement, une fois que c'est fini, une petite doigt de calva, parce qu'il faut se remonter le moral quand même. N'oublions pas, avec modération, que les producteurs de cidre sont souvent des producteurs de calvados
et que cette eau de vie, c'est l'âme de la Normandie et qu'elle doit continuer à vivre. Et on n'oublie pas le poiret. Perico, vous le savez, d'une semaine sur l'autre, on vous donne des devoirs à faire à la maison. Donc alors, les devoirs à faire, comme le déconfinement quand même se profile et que les apéros vont passer de virtuel progressivement à réel, on a envie de savoir, mercredi prochain, vous nous le direz, quel est l'apéro Perico, si je puis dire. En huile de vire et cidre. Non, mais attendez, c'est pour mercredi prochain. Non, mais je développerai l'idée un peu plus profondément. Voilà, vous développerez. Merci beaucoup, Perico. Au revoir, Sylvain. Au revoir, Thierry. Au revoir, Perico. Et bon déjeuner, hein. Bon déjeuner. Voilà, messieurs, on va enchaîner et on va rester sur la thématique des bonnes choses à manger, à boire. Là, ça va plutôt être à boire, puisque je vous avais promis un jeune entrepreneur. Il a à peine 26 ans. Il s'appelle Pierre-Marie Soula. On le connaît ici, hein, on l'a déjà reçu, interviewé. Il a eu cette idée complètement folle de se lancer dans l'industrie, mais l'industrie de la bière, avec de l'équipement de production qu'il a acheté en Italie, qu'il a acheté en Allemagne, alors qu'il aurait pu tout simplement solliciter un job dans les services et finalement se rendre la vie professionnelle, en tout cas l'entrée dans la vie professionnelle, beaucoup plus facile. Ben non, il a choisi la difficulté. Il veut réhabiliter la bière en Normandie, il veut la porter au sommet, et puis ça y est, il commence à produire. Il va nous raconter ça. Pierre-Marie Soula, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes là derrière vos belles cuves. On est allé faire quelques images qu'on va voir pendant qu'on parle. Très bel outil de production à Houppeville. Vous êtes le type un peu fou, quoi, jeune. Comme je l'ai déjà dit, on se connaît, on s'est rencontrés, qui aurait pu avoir la vie beaucoup plus facile. Et vous choisissez finalement une voie plus dure. Exactement. On dit sur ce qui a été dit un peu avant sur les millions de litres de bière qui sont aujourd'hui achetés. Il faut savoir que ça concerne essentiellement les grosses brasseries. Les petites brasseries, on a aujourd'hui des volumes qui sont plus flexibles. On a une clientèle de proximité qui a été au rendez-vous. Donc, on n'est pas tous touchés pareillement. Par ailleurs, ça c'est un point que vous avez souligné aussi, des apéros réels vont reprendre. Donc, les gens font des provisions. Alors, je vous coupe, excusez-moi, Pierre-Marie, je vous coupe parce qu'on a juste une petite contrainte technique. On est diffusé à la fois sur les supports de Paris-Normandie et sur les ondes de Radio Sensation. Et le moment est venu de dire au revoir à tous les auditeurs de Radio Sensation qui nous ont suivis aujourd'hui, comme ils le font tous les jours. On les en remercie. Donc, au revoir aux auditeurs de Radio Sensation et on leur dit à demain avec grand plaisir. Voilà, je pense que c'est à la seconde près, là. Je vous laisse continuer. Donc oui, je vous disais, d'un point de vue de la filière, on est impacté de manière peut-être moins forte que les cidriers, entre autres parce que la bière est une boisson qui a considérablement gagné des parts de marché dans les foyers au cours des dernières années. On a repris le simple plaisir de déguster une bière en couple ou entre amis ou en famille. Nous, on avait 3 dossiers en fait sur le feu avant le confinement. Le premier, c'était notre inauguration qui devait avoir lieu le 28 mars. Donc on a du stock qu'on commence à écouler, et forcément moins vite et moins bien que ce qui était prévu. On a perdu bien sûr tout ce qui était festival, grandes salles de spectacle, les stades. On devait faire la fin de saison du UFC. Oui, je vous coupe, Pierre-Marie. Simplement, je m'aperçois qu'on n'a pas mis de synthé là-bas d'écran et je m'aperçois même qu'on n'a même pas cité le nom de la bière. Hein. Je ne crois pas. Hein. Oui. La brasserie Ragnar, la bière Ragnar. Voilà, ça. Il suffit que je le demande et ça apparaît, c'est magique. Pierre-Marie, justement, vous parliez d'écouler votre stock, votre production. Aujourd'hui, concrètement, là, nos auditeurs sont en train de vous écouter. Où est-ce qu'on peut l'acheter directement à la brasserie, directement dans un réseau de boutiques? Vous faites de la vente sur Internet avec différents acteurs de l'e-commerce. Comment on fait pour savourer votre bière aujourd'hui? Alors, on fait la livraison sur l'ensemble de la métropole rouennaise et les communes limitrophes, Piscoville par exemple. On a eu plusieurs milliers de bouteilles en 48 heures de commandées. Donc, au moment où je vous parle, mes associés sont en train de faire les livraisons. Donc, je vais les rejoindre juste après. Donc, c'est plutôt pour un lancement puisqu'on est lancé uniquement depuis jeudi dernier. On n'est pas à plaindre, loin de là. Après, on a eu beaucoup de pouces de la part de la grande distribution qu'il faut saluer. Il nous a mis en avant le Carbapome où nos ventes ont explosé aussi. On a été dévalisés. Donc tout ça, en plus, on voit les images avec une bouteille et un produit qui est un peu différent en termes d'esthétique et de goût, évidemment, par rapport aux bières industrielles. Et puis, vous parliez de la digitalisation. On devait normalement lancer un site d'e-commerce en septembre avec un budget dédié. En fait, on s'est dépêché de le développer, donc il sera opérationnel juste après le déconfinement pour que n'importe quel Normand et même les Français, puisque ça sera livraison au niveau national, puissent commander la Ragnar rapidement. Pierre-Marie Soula, les brasseries ont fleuri un peu partout, que ce soit en Normandie ou ailleurs. Il y a des micro-brasseries, il y a des gens même qui font leur bière directement à domicile. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce milieu qui semble, je ne vais pas dire saturé, mais c'est quoi concurrentiel, la concurrentielle?
Alors, je pense que vous avez utilisé le bon mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brasseurs. Est-ce que trop? Je ne sais pas, en sachant qu'il faut faire attention. Il y a le nombre d'entités qui existent et leur volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en fait 300 brasseries qui font 98% du volume, alors que vous avez 1600 acteurs. Donc vous voyez bien que les 2% qui restent sont partagés entre 1300 entités. Ça pose des questions de rentabilité, ça pose aussi des questions de frontières entre le hobby et la profession. Et puis, comme le disait Sylvain, on a des contraintes de matériel qui ne sont pas les mêmes selon que vous brassez, comme on a pu le faire au début avec mes associés, chez vous dans votre baignoire, ou si vous brassez sur du matériel pour avoir des produits de très bonne qualité, standardisés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec les 2 grands syndicats nationaux avec qui on est en contact, on atteint le haut de la vague. On l'avait prévu d'une certaine façon un peu avant. C'est-à-dire qu'on trouvait cette idée de bière, on l'a depuis 5 ans, hein, donc on ne s'est pas lancé tout de suite. On a rassemblé des fonds péniblement parce que forcément, ça coûte très cher. Mais aujourd'hui, vous avez, je pense, atteint le maximum de ce que peut. On a en gros une brasserie pour 20 000 habitants en France, hein, donc ça vous donne chaque ville moyenne ou chaque petite ville, ou même village aujourd'hui à sa brasserie. On va forcément avoir de la reconcentration, ça c'est certain, et la crise ne va pas forcément aider, enfin pas accélérer ce phénomène, je pense. Après, il y a des questions de standards qui aujourd'hui tendent à augmenter, aussi bien en termes d'esthétique que de produits, que de matériel. Je voulais aussi vous partager donc, un dossier important. Nous, juste avant le confinement, donc, il y avait une autre activité, j'en ai parlé, mais il y avait aussi un projet de syndicat des brasseurs de Normandie qu'on porte avec nos associés et qu'on va proposer aux brasseurs à la sortie de l'été. C'est indispensable parce qu'aujourd'hui, il y a une désorganisation de cette filière qui fait qu'on a 95 brasseurs qui ne se parlent pas, qui ne travaillent pas ensemble. On est vraiment dans une logique de silo. Et la crise va nous permettre, je l'espère, d'avoir des logiques d'export, de vente peut-être en grande surface, en collectif, et de meilleure, par exemple, la digitalisation, c'est un point faible. Travailler ensemble là-dessus, un seul site, des camions ensemble, bref, se fédérer. Ok. J'imagine que vous aviez forcément fait un compte d'exploitation, vous étiez parti sur des chiffres sur une année 2020 à partir de données qui étaient avant la pandémie. Alors, on peut imaginer que vous allez sortir combien de bouteilles de votre brasserie en cette année ? Alors nous, on compte sur 2 phénomènes pour quand même tenir nos chiffres. Déjà, le fait qu'on ne soit pas très gros dans nos ambitions, puisqu'on était sur 144 000 bouteilles et 1600 fûts. Dit comme ça paraît beaucoup. En réalité, on est pile dans la moyenne des brasseries artisanales françaises, donc c'est des volumes qui s'écoulent bien. Et pour vous donner un ratio, aujourd'hui, on a en termes de vente, on a fait à peu près 10% de nos ventes annuelles. Donc on a vendu environ 14 000 bouteilles sur les derniers jours. Donc c'est un très très beau chiffre. Donc ça devrait aller. Les fûts, c'est plus problématique. Mais on a des projets pour cet été si ça réouvre d'installation dans le jardin Saint-Nicaise, puisqu'on a un beau jardin d'1,5 hectare dans le centre de Rouen où on pourrait installer un très beau Biergarten. Vous disiez tout à l'heure, les festivals sont annulés. Je suppose que vous étiez partenaire, en tout cas, de certains événements. Ça représente quel manque à gagner ? En termes de chiffrage, on perd dans les 400 fûts, donc ça représente un quart de notre production annuelle de fûts. Alors, le chiffrage financier, je vais vous le faire assez rapidement, on perd environ 60 000, 70 000 euros. Merci beaucoup Pierre-Marie Soula. Voilà, à portée de main en plus. Oui, simplement. Alors attention, je n'incite absolument pas à la boisson. Je veux juste montrer l'objet. On l'a vu dans les images, hein, mais vous avez un flacon qui est presque un flacon précieux. Hein, c'est très original cette forme de bouteille. Celle-ci s'appelle la Sismic. Et elle se décline en combien ? Vous avez combien de types de bières de référence dans votre catalogue actuellement ? Vous avez de l'ambré ? Alors oui, on a plusieurs gammes. En tout, on a 6 recettes, 3 gammes. Ça va de 2,50 la bouteille à des flacons beaucoup plus chers avec du vieillissement, ce genre de choses. Et puis, on a 6 autres recettes de prévues, mais qu'on va développer un peu plus calmement étant donné les circonstances. On va prendre le temps de bien se faire connaître sur les références de base. Très bien. Juste peut-être 3 questions et vous répondez par un mot, Pierre-Marie. Est-ce que vous serez, Christelle vous demande ça, présent s'il a lieu au Salon de la bière en octobre ? Oui, non ? Ah oui. Oui, la réponse est oui. Ensuite, on a... Le Salon de la bière à Rouen. Oui, vous avez raison de préciser, Thierry. S'il a lieu. Et Françoise nous demande, c'est pareil, oui, non. Est-ce qu'elle est intéressée ? Est-ce qu'il sera possible de visiter la brasserie ? Sans souci, on a déjà reçu avant le confinement des élèves de Mont-Saint-Aignan, des petites CM2 de Mont-Saint-Aignan. Voilà. Et je laisse à Stéphane, qui vous écoutez, le mot de la fin, puisque Stéphane dit « excellente bière », manifestement il a dû la tester. Il a dit, et surtout ce qui est important est à venir, porté par de jeunes entrepreneurs courageux. Voilà, merci à vous.
Salut. À bientôt. Au revoir. Et on rappelle avec modération. Et on rappelle le conseil de modération, effectivement, qui est important, même si ça ne fait que 5,5 degrés. On est bien avec le cidre et la bière, là. Alors, aujourd'hui, on est bien. La petite recette quand même depuis le début de l'émission. Non, c'est pas la deuxième. J'en ai juste goûté une pour voir quand même de quoi il s'agissait. Mais pendant l'émission, c'est gênant. Non, pas pendant l'émission. C'était hier soir. On a maintenant, et on termine, restez bien avec nous, on termine, alors on passe de la bonne chère, de la boisson, à ce qu'on appelle, entre guillemets, les fringues, et voilà, je pense que ça titille énormément de nos concitoyens et de nos concitoyennes de ne pas avoir pu fréquenter les magasins, entre guillemets, de fringues, et en voilà deux belles représentantes, avec Jade et Lisa. Aurore Donval et sa fille Jade. Bonjour à vous deux. C'est joli, hein, cette image que vous nous proposez. Bonjour. Alors, si on a voulu vous faire intervenir, pour terminer, c'est pour que vous nous donniez un peu ces coulisses d'une entreprise et d'une boutique qui a dû fermer comme beaucoup d'autres, et puis qui quand même a essayé de s'adapter pendant ce confinement. Oui, alors du coup, moi, pour me présenter, c'est Jade. Donc du coup, de Jade et Lisa, la boutique de ma mère, qui s'appelle Aurore, qui est la créatrice et du coup la propriétaire. Donc qui est Lisa Alors qui est Lisa Alors Lisa, c'est une amie, à moi, une amie proche. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment vous avez vécu cette période de fermeture très contraignante économiquement, et 2, qu'est-ce que vous avez développé justement pour essayer, entre guillemets, de vous en sortir? Alors, comment on l'a vécu? Alors, très très mal, hein, naturellement, à l'énoncé des fermetures du commerce. Hein. Plein de questions, de se demander ce qu'on allait devenir, comment on allait faire face, parce que naturellement, comme tout commerçant, on a toutes les charges, il y avait tout qui allait tomber, et donc il fallait réagir très très vite. Donc en fait, on a mis en place un système de vente à distance. Donc on s'est mis à faire des photos de tous nos articles sur mannequin, donc on a fait ça toute la journée, tout le temps, et on s'est mis à commencer à publier sur les réseaux sociaux. Donc, des tenues régulièrement. Instagram, Facebook. Et là, en fait, on a eu la réaction des clientes qui nous ont demandé si on pouvait envoyer, comment faire. Donc, on a commencé à faire des colis. On a aussi livré. On a fait des petites livraisons dans un périmètre autour du magasin. Et puis, en fait, on a eu un retour énorme. Hein. C'est-à-dire que les clientes nous ont appelés, alors que ce soit au téléphone, parce qu'on est là tous les jours, tous les matins pour la préparation de nos colis. Nous ont appelés, les gens étaient très très solidaires, hein, parce que c'était très très impressionnant. Une vague d'amour, en fait. Ouais, complètement. Et donc on s'est fait complètement déborder. D'ailleurs, je m'en excuse si quelquefois on n'a pas pu répondre en temps et en heure à certains messages, parce que c'est du 150 à 200 messages dans la journée. Ah oui, à ce point. Ouais. À ce point. Ah oui, non, c'est énorme. Alors tiens, question d'Anthony. Là, on parle donc de la période de confinement, mais le déconfinement s'amorce. Comment vous allez vous organiser en boutique? Ça va être quoi les contraintes pour des boutiques comme la vôtre? Alors, nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une boutique qui est en fond de cours. Hein, donc, ça va être très, très facile pour nous de filtrer l'entrée. Hein, on va faire entrer les gens 2 par 2. De façon à ce que chacun ait de la liberté et aussi des distances de sécurité. Après, on a fait appel aussi à une entreprise qui va venir pour désinfecter toutes les parties, tous les locaux. Ouais, tous les locaux qu'on a, parce qu'en fait, du coup, on a 2 magasins juste l'un à côté de l'autre. Et pour les essais de vêtements, par exemple? Pour essayer les vêtements, les clientes vont essayer les vêtements, donc une par une, naturellement. Chaque vêtement qu'elles auront essayé, on l'emmène, on a une réserve, donc on l'emmène de l'autre côté, on a un défroisseur à vapeur, hein, tout va repasser sous vapeur avant d'être reposé sur les rayons. Est-ce que vous pensez que les habitudes des clients et des clientes vont changer, qu'il y aura peut-être une petite appréhension justement à porter des vêtements qui ont pu être... J'aurais tendance à vous dire que je pense pas. Je ne pense pas par rapport, vu comment toute la clientèle a réagi pendant le confinement, a été mais solidaire et a compris quand on leur disait que le délai de poste allait être un peu plus long. Il n'y avait jamais de problème, c'était on comprend, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je pense que si demain, quand on va ouvrir, enfin lundi, on va dire à la cliente, par contre, je suis désolée, on va vous faire patienter ou rester là, et je pense que ça va se passer très très vite. Et est-ce que vous avez des inquiétudes quant à l'approvisionnement de vous fournir en vêtements où ça fonctionne très très bien? Pas du tout. Là, ça reprend très très bien. Moi, je suis en contact permanent avec mes fournisseurs qui, au départ, nous ont dit effectivement on stop. Ça ne nous a pas empêché de passer les commandes.
tout s'est trouvé bloqué. Là, ça y est, depuis une semaine, on est livré. Alors, c'est toujours un peu plus long, mais non, ça se passe très très bien. Et vous envisagez... Et vous ouvrez dès lundi ou vous ouvrez mardi, comme beaucoup de commerces de textiles? Non, dès lundi. Alors, normalement, l'ouverture était prévue mardi, sauf que ça va être lundi parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent à venir. Et comme on va essayer de les faire venir, pas une par une, mais on va essayer d'étaler, on sera ouvert dès lundi. Très bien. Bon, ben bonne... Pour répondre à cette demande. Eh bien, merci beaucoup Aurore et Jade de nous avoir envoyé ce petit coup de soleil. Et puis, vous savez, ce que me disait dans l'oreillette la script de l'émission, Marie Fleury Bourdeduy. Elle me disait, oh là là, moi ça me manque terriblement les fringues, mais elle n'est pas la seule, parce que je crois qu'ici sur le plateau, ça nous manque aussi. Ça nous manque aussi. Pas du tout. Non, vous, ça vous manque pas? Non, pas spécialement. Bon. Vous, c'est le coiffeur. C'est le coiffeur. Au revoir Aurore et Jade. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça se termine aujourd'hui et on est heureux que Thierry Rabillet, notre patron rédacteur en chef, soit resté avec nous toute l'émission. Plus souvent, Thierry. Mais quand Sylvain m'invite, je viens. C'est toujours ce qu'il me dit. Permanente. Demain, chers amis, si vous nous rejoignez, et on serait très heureux que ça soit le cas, qu'on soit à nouveau ensemble, eh bien, entre autres programmes, on sera avec un officier des pompiers du SDIS 76. On n'avait pas encore eu les pompiers avec nous, et bien ça sera le cas. Beaucoup de choses à dire. Et puis on terminera notre séquence des aventuriers explorateurs. Demain, Jean-François Clairvoy, astronaute connu, très connu même, il a volé dans la Station spatiale internationale. On parlera également de confinement et d'autres choses encore. On termine avec Martin Torrent qui nous propose chaque jour une suggestion pour les écrans. C'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la petite suggestion du jour, c'est Stalk. C'est une série, c'est une web série créée par France TV. Sylvain, si vous devez avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Ça serait lequel? Ah, le super pouvoir, moi, ça serait de voler. Ça serait voler. Peut-être vous, Thierry, ça serait quoi? Moi, ce serait... alors là... Je fais le tour du plateau un petit peu comme ça. Ce serait de pouvoir faire de la plongée sous-marine sans équipement. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et vous, Anthony? Lire dans les pensées, mais tu peux me tutoyer. Hein, ah oui, non, mais c'est comme on est sur le plateau, comme ça. Alors on termine pour le lancement. On termine pour le lancement très vite. Il y en a un aussi, c'est l'invisibilité. On aimerait aussi voir dans la vie des gens qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu le but de cette série. Stalk, ça va être un jeune surdoué qui va pirater des écrans, des vidéos, des ordinateurs pour entrer dans la vie des gens et récolter un maximum d'informations. Mais il faut dire aussi parce qu'il s'est fait maltraiter. Hein. Parce qu'il s'est fait maltraiter. Vous allez tout de suite voir la petite rubrique ciné. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Voilà. Merci beaucoup Sylvain et je vous laisse finir. Voilà, en tout cas, je voudrais qu'on remercie Martin parce qu'il nous fait de bonnes suggestions. Dernièrement, ça a commencé par, je le redis, par Groom, moi que j'ai regardé avec grand plaisir. Je connaissais pas. Et puis Stalk, voilà. Et hier, c'était Fantôme, la petite web série aussi de France TV. Toujours de très bonnes suggestions de Martin. Beaucoup. Merci Thierry Rabillet. Merci Martin. Et c'est pas un collaborateur invisible. Non. Alors, et pourtant, il est sur fond vert. On pourrait le faire disparaître. Hein. On pourrait techniquement le faire disparaître. Non, on va le garder, on va le conserver. Merci Anthony Quindroy. Merci Sylvain. Voilà. Et puis merci à vous, vraiment, qu'on a énormément de plaisir à retrouver tous les jours. Voilà, le fait d'être avec vous, c'est presque un peu une drogue, hein, finalement. Voilà. Et si on se fait du bien mutuellement, tant mieux. Le compte est bon. À demain, même plateau, même heure. Ciao. Restez chez vous. Bonjour, bienvenue dans la rubrique ciné. Aujourd'hui, on va vous parler d'une web série qui s'appelle Stalk. Elle est produite par France TV. Vous pouvez la retrouver en tapant sur Google Stalk série et normalement elle apparaîtra en premier sur le site de France TV. Attention, cette série est déconseillée aux moins de 12 ans. En résumé, cette série porte très bien son nom. Peut-être que vous ne connaissez pas ce mot, Stalk, c'est un anglicisme qui signifie espionner une personne, récolter des informations sur elle. Je m'appelle Lucas, je suis étudiant à l'École nationale des sciences de l'informatique, l'élite quoi. Vous avez 1 heure pour dissocier le mouvement de ses oreilles. Ça fait juste 4 ans qu'il donne ce putain de test et que tout le monde le foire. Le meilleur d'entre nous. Merde. Un verre pour le plus grand des gagnants, vas-y. C'est pour moi. Alex ruine ma vie, je ruine la sienne. C'est l'histoire de Lucas, un jeune étudiant en école d'ingénieur qui est surdoué. Il va passer un week-end d'intégration avec d'autres élèves qui vont le faire beaucoup boire et vont au final le bisuter. Lucas va donc utiliser son génie pour se venger, récolter un maximum d'informations sur son persécuteur principal. Bien entendu, il va donc le stalker. C'est pas une série avec un rythme effréné où il y en a dans tous les sens.
Non. On pose les bases, on pose un certain rythme. C'est plutôt lent, mais avec un bon scénario, des bons rebondissements, des bons acteurs, ce qui font au final une très bonne série. Il va infiltrer la vie de son persécuteur, le mener à la vie très dure, récolter un maximum d'informations, et bien sûr, la narration est faite de son point de vue. Cette série, c'est aussi le spleen d'une génération. Tout est banal, simple, basique. Mais derrière cette forme de simplicité, il y a une très grande complexité. Par rapport aux personnages, par rapport aussi à leurs histoires, ils ont tous quelque chose à cacher. Et toutes ces choses sont accessibles via leur ordinateur. Let's talk. On se connaît, non? Tu t'appelles Alma Hadid, t'es né le 29 juin 1998, ton père s'est barré quand t'avais 10 ans, tu kiffes David Bowie, t'imites Beyoncé devant ta glace et tu parles en dormant. Alex la mérite pas. Je vais pas ruiner sa vie. Je vais lui voler. Mais je vais bientôt le payer. Moi aussi, je me suis fait stalker. Je viens de recevoir une vidéo de nous, là. Qui d'autre t'a stalké? Donc en regardant cette web série, vous allez sûrement mettre du scotch sur votre webcam. On va découvrir petit à petit les fêlures de chaque personnage, parce qu'il y en a, et on en a tous. Réalisé parfois à contretemps, à l'image du personnage principal. Il y a 10 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, donc bon visionnage à vous, et je vous dis à très bientôt.